Bonjour, bienvenue sur Westwood Channel. Aujourd'hui, je suis avec Blaise Madiega. Il est d'origine burkinabé et il est au Canada depuis 2019. Donc, bonjour Blaise. Bonjour Gloria. Je vais te laisser te présenter. Okay. Je suis Blaise Madiega, actuellement étudiant en génie mécanique à l'Université Laval. Et donc, ça fait pratiquement 6 ans que je suis là maintenant au Canada. Ok. Alors, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi tu as décidé de venir étudier au Canada? Déjà, le Canada, c'est un pays très reconnu pour son système éducatif de qualité. Et puis aussi, après mon baccalauréat secondaire, j'ai eu l'opportunité d'avoir la bourse IAMGOLD et SACAN. Donc, c'était un moyen pour moi aussi de profiter vraiment de ce système qui offre un large éventail d'options de formation universitaire. Donc, si je comprends bien, tu as obtenu la bourse et tu as décidé de venir étudier le génie mécanique. Okay. Pourquoi avoir choisi cette formation? Ok, bon, déjà le génie mécanique, je le définis comme l'art ou la science de transformer l'énergie en mouvement. Parce que quand on regarde, par exemple, la conception des véhicules de transport, que ce soit l'automobile, l'avion ou les bateaux, tout ça c'est du génie mécanique. Et aussi, c'est un moyen en fait de développer des solutions techniques pour résoudre des problèmes réels en industrie. Donc, ce qui m'a attiré dans ce domaine, je dirais d'abord, je suis un passionné de mathématiques, mais je n'aime pas non plus la mathématique très théorique en fait. Et donc, c'est un moyen de mettre en pratique vraiment le raisonnement mathématique, parce que le génie mécanique, ça donne quand même l'intuition mathématique et de pouvoir appliquer ça à des problèmes réels. Et aussi, une petite anecdote, c'est que j'étais quand même curieux de comprendre en fait quel est le secret qui se cachait derrière les avions qui s'envolent, malgré qu'ils ont quand même un poids assez important. Donc, j'étais quand même curieux de découvrir en fait quelle est la magie qui s'opère en fait pour qu'on puisse s'envoler dans l'air sans chuter. Donc, bon, c'était quand même intéressant et puis ça m'a motivé à choisir ce domaine. Donc, si je comprends bien, si tu es nul en maths, faut pas aller en génie. Bon, pas forcément, je dirais pas nul en maths, mais il faut quand même que tu aimes un petit peu le domaine mathématique, parce que c'est quand même la base incontournable de tous les domaines en génie, que ce soit le génie électrique, le génie mécanique ou le génie informatique. Ça demande quand même, parce que même pour avoir l'admission, il faut quand même que tu aies un parcours scientifique. Pendant tes études universitaires, est-ce que tu as eu à rencontrer certaines difficultés? Oui, j'ai rencontré beaucoup de difficultés, je dirais, surtout la première année, parce que c'était un changement quand même radical du système. Je suis du Burkina Faso et je tombe dans un système nord-américain, c'est pas la même façon. Et en plus aussi c'est à l'université, donc tu es obligé de développer une certaine autonomie par rapport au secondaire. Mais la difficulté majeure que j'ai rencontrée, c'était vraiment la gestion de mon temps pendant les examens. Parfois, j'avais développé une certaine perfectionnisme à vouloir bien faire les choses pendant l'examen, mais après, je me suis rendu compte que le temps est très précieux, il faut aller rapidement. Et ici, c'est quand même intéressant parce que le plus important dans un examen, c'est de montrer que tu sais comment résoudre le problème. Donc, parfois, même si tu n'arrives pas au résultat final, si tu arrives à démontrer la méthodologie, c'est déjà suffisant. Exactement. Je me rappelle quand j'avais mon cours de thermodynamique, je n'avais pas forcément les résultats, mais tout juste parce que le cheminement était correct, on me donnait les points et tout. Donc, ouais. Souvent même tu fais pas un exercice, mais tu as un A. Ouais, c'est ça. Donc, le plus important, c'est vraiment d'être capable de démontrer que tu comprends ce que tu as appris en classe. Donc, et je pense que c'est vraiment une façon assez équitable d'évaluer les connaissances. Comment, quel est le processus pour, par exemple, un étudiant étranger qui voudrait avoir une bourse de finance? Bon, pour la bourse IAMGOLD, je pense que c'est basé sur les 2 meilleurs bacheliers. Et donc, et ça dépend, c'est un partenariat entre le ministère du Burkina Faso de l'enseignement en fait secondaire et puis
l'industrie IAMGOLD. Je sais pas si c'est offert en chaque année, mais généralement quand c'est offert, c'est la condition requise, c'est vraiment d'être parmi les 2 meilleurs bacheliers. Mais il n'y a pas que ça. À l'université aussi, on a des bourses d'excellence pour les étudiants internationaux. Et généralement, ça prend quand même de la performance académique pendant les sessions, avoir des bonnes moyennes. Mais il n'y a pas que la performance académique. Je dirais savoir développer aussi un résultat à l'université, c'est très important pour les bourses. Parce qu'il y a des bourses d'implication, ou il y a des bourses aussi où parfois on te demande des lettres de recommandation de professeurs. Donc, si tu n'as aucun contact avec un professeur, ça devient compliqué et pénalisant pour toi. Donc, il y a plusieurs façons, en tout cas, d'obtenir des bourses d'excellence à l'université aussi. Ah, donc, si je comprends bien, j'ai un deuxième meilleur ici. Oui, tu as été le premier ou le deuxième? Non, j'étais le deuxième au bac. Ouais. De tout le groupe. Ouais. Wow. Ah, je comprends pourquoi tu as choisi génie. Tu es un génie. Actuellement, tu continues les études au doctorat. Dans le fond, quelle a été ta motivation? Déjà, pendant mon cursus de baccalauréat, j'ai fait mon baccalauréat de 2019 à 2023. Et pendant ce temps, j'ai eu l'opportunité de faire au moins des stages assez variés. J'ai fait 3 stages en conception mécanique, en développement de produits et puis en simulation numérique. Chaque début de stage, j'étais quand même motivé et stimulé à essayer quelque chose de nouveau. Mais d'ici que les 3 mois arrivent, je tombe facilement dans l'ennui ou la routine. Donc, la routine, j'ai remarqué en fait que c'était quelque chose que j'aimais pas du tout au travail, la routine. Et là, je me suis dit, peut-être je vais essayer la recherche parce que la recherche, je vois ça comme une aventure parce que parfois, tu peux, comme son nom l'indique, la recherche, tu cherches, parfois tu trouves pas. Donc, il y a toujours des nouveaux défis chaque jour à aller résoudre. Donc, c'est quand même challengeant et puis intéressant. Donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, je me suis orienté vers la recherche et la maîtrise. C'était comme un essai pour voir, pour moi, pour voir si j'aime vraiment cet aspect. Et puis bon, finalement, j'ai vraiment aimé, donc j'ai poursuivi avec le doctorat aussi. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est ta finalité après le doctorat? Dans le fond, tu aimerais enseigner ou tu aimerais plus être un chercheur? Je dirais, ma motivation n'est pas vraiment d'enseigner, donc de rester dans le milieu académique après le doctorat. C'est pour ça que j'ai choisi un sujet quand même de recherche assez appliqué en industrie, parce que je travaille aussi en parallèle en fait comme chargé de recherche et développement en entreprise. Donc ça me permet d'avoir un pied à l'école et puis aussi un pied en industrie. Donc je me vois plus vraiment en R&D après le doctorat, parce que je veux vraiment participer au développement en fait, à l'innovation en entreprise. Mais je ne ferme pas la porte à l'enseignement, surtout par exemple pour mon pays d'origine. Je pourrais contribuer quand même à transférer les connaissances aussi à la génération future. Donc c'est un peu ça comment je vois en tout cas mon doctorat, après le doctorat. J'aimerais connaître la différence entre le baccalauréat et le doctorat. Dans le fond, le baccalauréat, c'est plus, je sais pas, c'est plus théorique, et puis le doctorat, c'est plus technique, pratique. C'est quoi vraiment la différence? Bon, déjà, je dirais la différence fondamentale entre le baccalauréat, bon, juste pour préciser, le baccalauréat, c'est un peu comme le cursus d'ingénieur, en tout cas, en génie mécanique et cycle d'ingénieur. Et le doctorat, c'est que pendant le baccalauréat, tu apprends en fait des connaissances qui sont déjà existantes en fait. Donc, c'est pas comme si tu apprends quelque chose qui n'existe pas. C'est vraiment basé sur la connaissance qui est déjà acquise, qui existe déjà. Mais pendant le doctorat, tu es amené en fait à créer de nouvelles connaissances. Parce que chaque sujet de thèse, d'une façon ou d'une autre, cherche à vraiment repousser les limites de la science, repousser les limites de la connaissance. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça demande quand même d'autres compétences que juste recevoir des cours, parce que la plupart du temps au doctorat, tu n'as pas vraiment de cours en tant que tel. Tu vas pas vraiment t'asseoir et écouter un professeur parler pendant longtemps et puis prendre des notes. C'est vraiment toi
tu développes en fait ton chemin, ton parcours. Donc, selon toi, quelles sont les aptitudes à avoir pour poursuivre tes études en recherche? Ok. Je dirais déjà je vois en tout cas 3 aptitudes clés à avoir pour en tout cas aimer ou mieux réussir son parcours de recherche. C'est d'abord l'autonomie, parce que pendant le doctorat ou bien la maîtrise, tu es vraiment amené à te débrouiller toi-même en fait dans tes travaux. Et le professeur ou le directeur de recherche est là, mais en vrai, au fur et à mesure que tu avances, tu vas te rendre compte que le problème que tu as créé, c'est toi seul, tu dois résoudre ce problème parce qu'il ne peut pas vraiment t'aider. Il est là juste pour te guider ou bien pour essuyer un peu les larmes quand ça ne va pas, mais il ne peut pas vraiment venir résoudre le problème à ta place. Donc ça demande quand même de développer une certaine autonomie à pouvoir travailler seul et à pouvoir se débrouiller tout seul. Et ensuite, la deuxième compétence, ça sera la curiosité, développer quand même son sens de curiosité parce que ça demande tout le temps d'être à jour sur tout ce qui se passe dans son domaine, donc à faire de la revue de littérature, à lire des articles scientifiques, à participer à des conférences, des séminaires. Et enfin, la dernière aptitude, ça sera la résilience parce qu'il faut vraiment persévérer pendant ce parcours qui est quand même un peu difficile et très ambitieux parce que tu passes comme 3-4 années de ta vie à travailler sur un seul sujet et à essayer d'approfondir la recherche là-dessus. Donc ça demande quand même la résilience pour ne pas abandonner parce que la plupart du temps, peut-être 90% de ce que tu fais comme test, ça va pas marcher. Donc si tu abandonnes à chaque échec, c'est vraiment pas évident. Ça demande quand même le courage et la persévérance. Quels sont les débouchés du génie? Ok. Déjà, le génie mécanique, c'est quand même un domaine assez vaste et diversifié. Donc, les débouchés, je pense que on a vraiment l'embarras du choix. Déjà, rien qu'avec l'automobile, on a beaucoup de choses à faire là-dedans. On peut être concepteur mécanique ou bien on peut être analyste de simulation, de résistance de structures comme FEA. Et en aérospatial ou aéronautique, on peut être aérodynamicien, faire des simulations pour s'assurer que les avions qu'on développe sont assez quand même résistants en conditions réelles. Et puis il y a aussi la robotique, la fabrication mécanique, même le domaine de l'énergie ou le thermodynamique, c'est vraiment très vaste. Donc c'est vraiment tu choisis le domaine que tu veux et puis tu as l'opportunité aussi d'aller des spécialités en spécialité tout au long de ta carrière parce que au début tu peux commencer comme concepteur mécanique, après tu changes, tu deviens analyste de simulation, ainsi de suite. Donc c'est quand même assez intéressant et diversifié comme domaine. Donc c'est un domaine que tu recommandes à quelqu'un qui est intéressé? Oui, je recommande très fortement le génie mécanique, même si en prenant exemple sur moi-même, j'aime beaucoup l'informatique parce que ma thèse même c'est en lien avec les deux, la mécanique et l'informatique. Et parfois on me demande, mais toi tu es en informatique ou tu es en génie mécanique? Je dis bon, je suis en génie mécanique, mais j'aime l'informatique. Mais même si je devais reprendre, je vais toujours choisir le génie mécanique. Actuellement, tu es chargé de recherche dans une entreprise. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Ce que je fais, c'est que en fait, je développe des modèles d'IA d'apprentissage profond pour résoudre des problèmes en ingénierie prédictive. Parce que bon, les simulations, que ce soit CFD ou FEA, c'est de la prédiction aussi, mais qui est plus basée sur des principes physiques. Mais l'IA, c'est vraiment un moyen en fait d'apprendre à travers les données. Et l'industrie prédictive ou l'ingénierie prédictive aussi produit quand même beaucoup de données, que ce soit des essais physiques qu'on fait parfois en laboratoire pour faire des tests de vibration ou bien de résistance des matériaux. Et tout ça, c'est un moyen en fait par lequel on peut exploiter l'IA pour accélérer les processus en entreprise et puis développer quand même des solutions assez efficaces pour résoudre ces problèmes. Donc, en fait, mon poste de chargé de recherche
c'est comme une application de ce que je fais dans ma thèse aussi en entreprise parce que ça me permet de voir ce que je développe comme méthodologie pendant ma recherche. Est-ce que je peux l'appliquer à faire dans l'entreprise? Comme si je comprends bien, il y a un peu relié au génie mécanique, un peu, dans le fond, il y a une relation. Bon, je dirais pas que c'est automatiquement relié, mais on peut exploiter. En fait, l'IA actuellement est en train de prendre pratiquement tous les domaines, je pense. Donc, on peut exploiter l'IA presque partout. Donc, à partir du moment où on a des données, parce que c'est ça le carburant de l'IA. Et en industrie, en mécanique, on produit beaucoup de données parce que il y a beaucoup de simulations, ça génère beaucoup de données. Il y a aussi des tests qu'on fait en laboratoire, ça génère aussi des données. Donc, on peut exploiter ces données-là à travers des modèles d'IA. J'aimerais savoir comment tu t'organises avec ton doctorat, ton emploi de chargé de recherche. Aussi, tu es assistant de recherche à l'université. Donc, comment tu fais pour t'organiser avec tout cela? Oui, j'avoue que c'est quand même challengeant d'avoir plusieurs responsabilités à la fois. Mais ça prend quand même de l'organisation pour arriver à livrer tout ce qu'on doit faire dans les différentes responsabilités. Mais je dirais quand même que j'ai la chance parce que mon sujet de recherche, je fais pas de l'expérimental. Donc, je n'ai pas comme une soufflerie où je fais des tests sur des ailes d'avion ou bien comme les chimistes avec des laboratoires, de fiottes de laboratoire. Mais plutôt, j'utilise vraiment la puissance de calcul des ordinateurs ou des supercalculateurs pour combiner les simulations CFD avec les modèles d'IA pour essayer d'accélérer le temps de calcul. Et ça demande pas vraiment forcément une présence physique. Et il y a la plupart de mes tâches, j'arrive à les automatiser et puis à lancer et puis attendre juste les résultats. Donc, en attendant que les résultats arrivent, je peux faire autre chose. Et le travail que je fais en entreprise, j'ai quand même assez de flexibilité de travailler à distance. Et puis, de travailler aussi aux heures que je veux, même si c'est à 2 heures du matin, j'ai la possibilité de travailler. Donc, ça donne quand même une certaine flexibilité. Donc, ça me permet de pouvoir faire tout ça en même temps. Est-ce que tu pourrais nous expliquer une journée type où, par exemple, tu dois travailler, tu dois faire tes recherches au doctorat et comment tu peux expliquer ça à la chronologie de ta journée? Ok. Déjà, bon, si je prends une journée où je fais à la fois, je travaille sur mon sujet de recherche et puis aussi en télétravail en entreprise. Déjà, la plupart du temps, le matin, je fais de la revue de littérature. Je peux prendre peut-être 2 heures pour parcourir, pour voir s'il y a de nouveaux articles qui sont sortis en lien avec mon sujet de recherche. Et après ça, je travaille maintenant comme en lien avec mon poste de chargé de recherche. Je peux travailler peut-être 5 ou 6 heures de temps. Et ensuite, je pars au laboratoire pour vraiment essayer de voir quels sont les tests que je veux réaliser. Parce que je préfère toujours lancer mes tests la nuit. Comme ça, le lendemain, j'ai les résultats. Et puis, bon, ça dépend du temps que ça prendra. Mais généralement, la nuit, je laisse les machines travailler à ma place. Et puis, bon, le lendemain, je viens récupérer les résultats. Donc, le fait je dirais, ce qui me sauve, c'est vraiment l'automatisation, la possibilité de pouvoir automatiser les tests, vu que c'est vraiment de l'informatique et de la simulation CFD, ça demande pas, bon, ça demande du temps pour développer la configuration de setup pour lancer les tests, mais une fois que ça a été fait, c'est vraiment plus facile à faire les tests. Pour une personne immigrée, est-ce que tu as eu à rencontrer une personne étrangère? Oui, j'ai eu quand même à rencontrer, je pense que la plupart des gens qui immigrent, on rencontre quand même pas mal de difficultés, surtout au début quand on n'est pas encore totalement intégré. Déjà, il y a le choc culturel, on n'a pas la même façon de voir les choses et c'est tout à fait normal, chaque pays a ses valeurs culturelles. Et puis, il y a aussi le froid pendant l'hiver, c'était quand même un coup assez dur, bon, je pense pratiquement pour tout le monde. Mais à l'université aussi, j'ai eu la chance en fait de participer à des projets étudiants et justement c'est pendant ce temps j'ai rencontré quand même cette différence culturelle là. Par exemple, parfois on peut être là en train de discuter sur les projets tout, mais dès que les réunions sont finies,
quand on se croise sur le couloir ou dans les couloirs, bon, on fait comme si on se connaît pas. Alors que nous, en tant qu'Africains, on aura tendance à vouloir aller saluer, quand même dire comment ça va, tout. Mais bon, on fait comme si on se connaît pas, mais c'est pas de c'est pas de l'indifférence, mais c'est juste que bon, on n'a juste pas les mêmes façons de voir les choses. Donc, je dirais le choc culturel, c'est quand même un défi. Et puis aussi, l'intégration aussi. Ça demande quand même du temps et puis de la patience aussi. Aussi, dans un avenir plus que parfait, admettons dans 5 ans, je te vois. Dans 5 ans, déjà, j'espère avoir terminé ma thèse. Donc, après ça, je dirais plus en entreprise. Je me vois en train de travailler dans le domaine de la recherche et développement et pour développer des solutions qui permettent vraiment d'intégrer l'IA en ingénierie prédictive et peut-être aussi lancer aussi un bureau de consulting. Ça peut être dans le domaine de génie mécanique ou bien l'intelligence artificielle. Est-ce que le génie mécanique est un domaine assez développé en Afrique et est-ce qu'on l'exploite dans son entièreté? Je dirais ce n'est pas encore assez développé parce que c'est à l'état quand même encore embryonnaire et mais je suis quand même content de voir que de plus en plus il y a des formations de cycle d'ingénieur en génie mécanique, par exemple avec l'école polytechnique de Ouagadougou. Et donc c'est quand même très important parce que pour l'industrialisation, le génie mécanique est quand même un domaine assez incontournable en fait pour vraiment exploiter l'industrialisation. Et en formant en fait des jeunes en fait dans ce domaine, ça permet en fait de mieux de mieux rattraper notre retard en termes de révolution industrielle parce que actuellement on travaille sur la digitalisation, l'IA, en tout cas à rattraper la révolution numérique, mais je pense que on a encore du chemin à faire pour la révolution industrielle qu'on n'a pas encore rattrapée. Et ça va permettre d'offrir plus de l'emploi en fait, parce que la plupart des pays développés, c'est parce qu'il y a des industries qui sont là à créer de l'emploi, puis à produire des solutions locales. Donc, tu encourages nos jeunes à étudier en génie mécanique. Bon, je dirais en génie mécanique, mais dans le génie en général, parce que aucun domaine n'est autosuffisant. Donc, ça prend quand même le concours de tous les domaines, en fait. Donc, le génie en général, ça sera vraiment parfait. Que ce soit mécanique ou électrique, on a besoin vraiment de talent ou de compétences dans ce domaine-là pour vraiment venir développer nos industries en Afrique. Et ça prend aussi quand même des infrastructures, parce que si on veut faire de la recherche appliquée, il faut qu'on ait quand même des laboratoires. Et puis, voilà, parce que là, on peut pas faire de la recherche en mécanique de fluides si on n'a même pas de soufflerie ou truc pour faire des tests. Donc, ça demande quand même un investissement aussi de la part du gouvernement pour créer en fait cet environnement favorable pour que les compétences puissent naître et que les jeunes puissent vraiment faire déployer leur plein potentiel. Dans une perspective où tu aimerais retourner au pays, est-ce que tu perçois certaines opportunités déjà présentes où tu dois plus rentrer et créer des opportunités? Oui, je pense que la meilleure façon, en tout cas pour ma part, de contribuer au développement du pays, c'est vraiment en venant comme quelqu'un qui crée des solutions ou quelqu'un qui vient offrir de l'emploi, mais pas vraiment quelqu'un qui vient pour récupérer de l'emploi. Parce que déjà, c'est pas évident actuellement avec le chômage et puis le monde de l'emploi est quand même assez difficile. Donc, la contribution de la diaspora, à mon avis, sera vraiment en se formant toutes les expériences qu'ils auront acquises, en fait. Ça sera vraiment de venir faire profiter ça au pays en créant, par exemple, des entreprises ou des industries, parce qu'on a vraiment besoin d'industries, que ce soit, par exemple, dans le domaine de l'agriculture ou de l'élevage. Et si on a, par exemple, un centre universitaire qui forme des jeunes
que ce soit des techniciens ou bien des ingénieurs en génie mécanique, par exemple, on peut concevoir de façon locale nous-mêmes nos propres systèmes agricoles, ou machines agricoles, qui va vraiment aider à lancer ou propulser l'agriculture. Donc, je me vois vraiment plus en tant que initiateur de projet ou bien d'entreprise pour mon pays, et aussi dans le domaine de l'enseignement aussi, je pourrais aussi aider à transférer les connaissances aussi. Ça peut être en enseignant à l'université ou bien en donnant des cours à temps partiel, par exemple. C'est vraiment profond. Ouais. Et puis, on sent que tu es vraiment tourné vers le développement du pays. Ça te tient vraiment à cœur et tout. Encore merci Blaise Madiega, merci d'avoir accepté venir nous partager ton beau parcours et puis vraiment tes conseils de perspective de rentrer au pays et tout ça inspire vraiment. Je t'en prie, c'était un plaisir.